Alors, est-ce que les valeurs, comme le bien ou la justice, peuvent se prouver par la raison, ou est-ce que ce sont juste au fond des opinions personnelles? C'est une des plus vieilles questions de la philosophie, et aujourd'hui on va explorer un argument vraiment fascinant qui prétend y apporter une réponse, disons, définitive. Pour ça, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va partir d'une idée très répandue, celle que les valeurs sont subjectives, pour arriver, après avoir découvert un petit outil de cohérence logique, à une conclusion assez surprenante sur la nature même de la justice. Allez, on commence par le commencement, le point de départ de la plupart des débats aujourd'hui. L'idée que les valeurs, c'est subjectif. C'est une idée qui est vraiment ancrée dans notre culture. On l'entend partout, chacun sa vérité, des goûts et des couleurs on ne discute pas. Cette position, en gros, elle soutient qu'il n'y a pas de moyen objectif de définir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une affaire de choix personnel. Et cette pensée, elle a été systématisée. Le bien, ce serait ce qui relève de la sphère privée, de ce qui nous plaît à titre individuel, et le juste, ce serait une sorte de convention sociale, une règle que le groupe se donne pour cohabiter, et surtout pour éviter de se taper dessus. Mais est-ce que cette position, elle tient vraiment la route ? Pour le découvrir, la source qu'on analyse aujourd'hui nous propose un outil logique qui est en fait très puissant. Ça s'appelle le test de la contradiction pratique. Bon, alors une contradiction pratique, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est assez simple. C'est quand le fait même de dire quelque chose entre en conflit direct avec ce qu'on est en train de dire. L'idée clé à retenir, c'est que parler, ce n'est pas juste émettre des sons. Parler, c'est aussi agir. Et cette action, elle a ses propres règles et ses propres implications. Alors, comment on fait pour en repérer une ? C'est un processus en 3 temps. D'abord, on écoute bien l'affirmation, ce qui est dit. Ensuite, on regarde l'acte lui-même. Qu'est-ce qu'on est obligé d'accepter comme vrai juste pour pouvoir dire cette phrase ? Et enfin, on compare les deux. Si l'acte contredit l'affirmation, l'affirmation s'écroule toute seule. L'exemple classique pour bien comprendre, c'est celui-là. Si on essaie d'argumenter contre la logique, contre le principe de non-contradiction, on est obligé d'utiliser la logique pour le faire. L'acte même d'argumenter présuppose la validité de la chose qu'on essaie de démolir. Ça fait du principe de non-contradiction ce que la source appelle un axiome. C'est une vérité qu'on est obligé d'accepter comme point de départ pour pouvoir commencer à penser. Ok, maintenant qu'on a notre outil en main, on va l'appliquer. Et le premier sujet sur le grill, c'est cette idée très répandue que la science, la vraie, doit être complètement neutre, sans aucun jugement de valeur. Ce principe a un nom un peu barbare, Wertfreiheit, ou neutralité axiologique en français. C'est le grand sociologue Max Weber qui l'a formalisé. L'idée, c'est de faire une séparation nette, totale, entre les faits, le domaine de la science, et les valeurs, qui seraient, elles, purement subjectives. Et c'est là que le test devient super intéressant. D'un côté, on a l'affirmation, la science est neutre. Mais de l'autre, on a l'acte de faire de la science. Et cet acte, lui, il repose sur des valeurs qui ne sont pas du tout neutres. Un scientifique, il part du principe qu'on doit chercher la vérité, qu'on doit être logique, qu'on doit être honnête. La vérité elle-même est posée comme une valeur supérieure à l'erreur. L'acte de faire de la science contredit l'idée d'une science sans valeur. L'économiste Murray Rothbard, cité dans notre source, va même plus loin. Pour lui, cette prétendue neutralité, ça pousse souvent les scientifiques à adopter, sans même y réfléchir, les valeurs dominantes de leur société. Et ils finissent par les présenter, non pas comme des choix, mais comme des faits objectifs. Bon, maintenant, accrochez-vous bien parce que c'est là que l'argument devient vraiment radical. On va passer de la science à la politique, mais en gardant exactement le même outil logique. La question est toute simple en apparence. Qu'est-ce qu'on présuppose quand on choisit de discuter avec quelqu'un pour le convaincre, avec des arguments, plutôt que de le convaincre avec ses points ? Eh bien, selon la source, en choisissant simplement le débat, on accepte des règles du jeu fondamentales, même si on ne les prononce pas. D'abord, on reconnaît que la personne en face a un droit sur son corps et sur son esprit. On n'essaye pas de la forcer physiquement. Ensuite, on rejette la violence comme un moyen valable de trouver la vérité. Et au fond, ces 2 points reviennent à accepter une chose. Chaque participant au débat est propriétaire de lui-même. Et tout ça, ça nous mène à la conclusion centrale de l'analyse. L'acte même d'argumenter présuppose la validité de ce qu'on appelle le principe de non-agression. Ce principe n'est donc pas présenté comme une simple opinion parmi d'autres, mais comme la condition de possibilité de toute recherche de vérité dans un cadre social. Et voici la preuve par la contradiction pratique. La boucle est bouclée. Pour argumenter contre le principe de propriété de soi, on est bien obligé d'utiliser son propre corps, ses cordes vocales, son cerveau. En bref, on est obligé d'agir comme si on était propriétaire de soi-même. L'acte de nier la propriété de soi la confirme. C'est une contradiction pratique parfaite. Pour terminer, la source se penche sur les conséquences. Qu'est-ce qui se passe dans le monde réel quand on rejette cette idée d'une éthique objective ? Quelles sont les conséquences historiques de l'idée que les valeurs ne sont que des opinions ? L'analyse revient sur le cas de Max Weber,
le défenseur de la neutralité, dans le contexte de l'Allemagne de Weimar. Face à la montée des idéologies totalitaires, communistes et nazis, son relativisme moral le laissait, selon la source, complètement désarmé sur le plan intellectuel. En refusant de fonder des valeurs sur la raison, il n'avait aucun argument de fond à opposer à ceux qui voulaient imposer les leurs par la pure violence. Ce point est illustré par une critique assez virulente de l'analyse d'Hannah Arendt sur le totalitarisme. Pour elle, le problème venait d'une sorte de tyrannie de la logique. La source réfute cette idée avec force. Pour elle, le problème, c'était précisément l'inverse, un abandon total de la raison et de la logique. La logique n'est pas la menace, mais au contraire, le seul et unique rempart contre la tyrannie. Ce qui nous laisse avec cette question finale est assez vertigineuse. Et si, finalement, les fondations d'une éthique universelle, d'une politique juste, n'étaient pas à chercher dans des révélations divines ou des votes à la majorité, mais qu'elles étaient cachées là, sous nos yeux, dans le simple fait d'avoir une conversation rationnelle? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.